Vous êtes sur CCTV français. Bonjour à tous. À la une de cette édition, le ministère chinois des Affaires étrangères a confirmé que la Chine allait envoyer des navires de guerre participer à des manœuvres navales multilatérales dans l'océan Pacifique. Les États-Unis ont officiellement invité la Chine à participer aux exercices conjoints RIMPAC 2016 et la Chine a confirmé qu'elle allait envoyer des navires de guerre prendre part à cet exercice. La Chine et les États-Unis sont en communication et coordination étroite. Le secrétaire américain à la Défense, Ashton Carter, avait déclaré mardi que les États-Unis réévaluaient la participation de la Chine et ajouté, je cite, que la Chine s'isole elle-même. C'est pourquoi tous ses partenaires viennent à nous. Au sujet de l'isolation, les remarques des États-Unis exposent-elles leurs motifs pour former des cliques et isoler la Chine? Ceci ne serait ni constructif ni réaliste. La Chine et les États-Unis peuvent travailler ensemble sur de nombreuses choses. Le respect mutuel et la coopération gagnant-gagnant servent les intérêts des peuples des deux pays et conduiront à la paix, la stabilité, le développement dans l'Asie-Pacifique et le monde. Le président russe Vladimir Poutine et le secrétaire d'État américain ont attribué à la coopération entre leurs deux pays les progrès dans le conflit en Syrie. La Russie et les États-Unis ont décidé de pousser le gouvernement syrien et les rebelles à accélérer les négociations sur une transition politique destinée à mettre fin à la guerre civile. Kerry a salué le cessez-le-feu entre l'armée et l'opposition, qui a conduit à une chute des combats, et appelé à faire des progrès encore plus importants en trouvant une solution durable au conflit. Après avoir rencontré Vladimir Poutine pendant plus de 4 heures au Kremlin, John Kerry et son homologue Sergei Lavrov ont tenu une conférence de presse. Je pense que la Russie est pleinement investie dans cet effort et qu'ensemble, nous allons tenter de faire en sorte que le président El-Assad prenne la bonne décision dans les jours à venir pour entamer un processus politique qui conduise à une transition véritable et à la paix en Syrie. Sans doute que la chose la plus importante à cette étape est que nous avons décidé d'accroître les efforts pour établir les conditions nécessaires à un processus politique. Ce processus politique devrait se terminer quand les Syriens décideront eux-mêmes comment ils veulent voir leur pays. Mais dans l'immédiat, nous avons décidé pour travailler vers un début rapide des pourparlers directs à Genève entre la délégation du gouvernement et tout le spectre de l'opposition. Les ministres de la Défense du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest se réunissent en Égypte dans le but de renforcer la coopération en matière de lutte contre le terrorisme dans la région. Ils proposent ainsi de créer une unité antiterroriste multinationale. Ce sommet rassemble 27 pays représentant le Sahel et le Sahara et il est la deuxième plus grande rencontre après celle de l'Union africaine. Ils sont ici pour consolider les efforts dans la lutte contre le terrorisme. Au cours des derniers mois, des groupes comme État islamique, AQMI et Boko Haram terrorisent le continent. Lors de cette rencontre, ils ont discuté de la possibilité d'établir une division permanente pour lutter contre le terrorisme. Cette division aura pour objectif de superviser le partage d'informations et de renseignements et l'entraînement militaire de la force de la coalition, semblable à la division qui existe déjà au Nigeria. Pour le Nigeria, il y a déjà, et c'est tous des pays membres de la CNSAD, qui ont installé ce qu'on appelle la force mixte multinationale. Les armées du Tchad, du Niger, du Bénin et du Nigeria de combattre la secte Boko Haram sans distinction de, de frontières, sans distinction de pays. L'Égypte possède une longue expérience dans la lutte contre le terrorisme et il apportera toute son aide et son expertise à la nouvelle unité. À travers l'adhésion de l'Égypte au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et au Conseil de sécurité de l'ONU, qui préside le comité de lutte contre le terrorisme du Conseil de sécurité de l'ONU, l'Égypte deviendra une plateforme commune pour les conseils et pourra ainsi soutenir les efforts déployés pour lutter contre le terrorisme au niveau national et régional. Les membres ont toutefois convenu qu'il fallait mettre en place d'autres mesures pour lutter contre le terrorisme. Le succès ne dépendra pas des opérations militaires, mais des efforts entrepris pour favoriser le développement humain, social, économique et culturel, ainsi que la promotion d'un islam modéré.
Le président égyptien a certes remanié son gouvernement, mais il est encore trop tôt pour sabrer le champagne. Le sort des nouveaux ministres est suspendu à la présentation de la stratégie du gouvernement devant le Parlement, prévue pour dimanche. Le gouvernement doit obtenir le soutien des députés pour faire avancer son programme. Les 10 nouveaux ministres ont prêté serment, mais le président pourrait avoir tiré la charrue avant les bœufs. Le remaniement ministériel souligne la priorité du président Al-Sisi, l'économie. Les ministères des Finances, de l'Investissement, du Trésor, du Tourisme, de l'Aviation civile et des Antiquités font partie des 10 ministères ayant un nouveau patron. Leur mission, relancer l'économie alors que le gouvernement a dévalué la livre égyptienne et que les chefs d'entreprise souffrent de la pénurie de dollars. Je vois cela comme une main tendue vers le secteur privé. Le président voit que les hommes d'affaires ont de nouvelles idées et initiatives qui pourraient développer l'économie nationale. J'ai pourtant quelques doutes. Cette étape nous ramène-t-elle à la phase de privatisation de l'ère Moubarak? On ne sait pas ce que le président entend faire avec ce changement. Parmi les nouveaux ministres figurent Amla Al-Kahi aux finances et Dalia Korsid à l'investissement, 2 personnalités ayant fait carrière dans le secteur privé. Leur arrivée devrait être une bonne nouvelle pour l'économie égyptienne, mais le moment choisi pour ce remaniement surprend. Le gouvernement doit en effet présenter dimanche sa stratégie au Parlement. Les députés vont être amenés à voter sur cette stratégie. Le remaniement n'a aucun sens à ce moment précis. Partons du principe que le Parlement rejette la stratégie du gouvernement. Nous allons alors devoir former un tout nouveau gouvernement. Les nouveaux ministres ne seront donc restés en poste que 4 jours. En particulier, car le Parlement n'est pas satisfait des résultats du gouvernement. Le remaniement pourrait être le moyen d'absorber cette insatisfaction pour faire accepter le plan de dimanche. Le ministre des Ressources en eau et de l'irrigation a lui aussi été remplacé. Il aurait été victime des progrès limités des négociations avec l'Éthiopie sur le grand barrage de la Renaissance. Le remaniement concerne également les ministères de la Justice, de la Force de travail et du Transport. De nouvelles preuves entourant la mystérieuse disparition du vol MH370 de la Malaysia Airlines ont été découvertes. La Malaisie et l'Australie ont déclaré que les 2 débris retrouvés au Mozambique proviennent avec une quasi-certitude du vol MH370 de la Malaysia Airlines qui a disparu il y a 2 ans avec 239 passagers à bord. La Malaisie et l'Australie ont indiqué que les enquêteurs ont démontré que les débris retrouvés correspondaient bien aux panneaux du Boeing 777 de la compagnie malaisienne. Les Malaisiens ont ajouté qu'un nouveau débris avait été découvert le long de la côte sud-africaine et une équipe a été envoyée pour vérifier qu'il provient bien du vol MH370. Et on passe sans plus tarder à aujourd'hui la Chine. Bonjour Ressa, pardon. Bonjour Yves. Que nous réserve cette deuxième partie d'édition, s'il vous plaît. On débute avec le dernier jour de la réunion annuelle de Boao. Le forum de Boao pour l'Asie, qui se tient dans la province du Hainan, dans le sud de la Chine, touche à sa fin. Les sessions de vendredi se focalisent sur un certain nombre de facteurs, notamment le futur d'Internet, l'économie de la Chine dans le cadre du 13e plan quinquennal et la route de la soie maritime du 21e siècle. Une table ronde avec pour thème une Asie inclusive, interactive et intégrant le futur commun du continent s'est tenue vendredi matin. Cette année, le forum de Boao espère apporter un regain de dynamisme à l'Asie, où plusieurs économies subissent des réformes structurelles, dans l'objectif de traverser cette période économiquement difficile. L'industrie chinoise de l'équipement a enregistré une croissance modérée en 2015, selon un rapport de la Fédération de l'industrie chinoise de l'équipement. Les revenus de l'industrie de l'équipement ont atteint un taux annualisé de 3,32% à 23 000 milliards de yuans. La marge brute de l'industrie s'est levée à 1 600 milliards de yuans, une augmentation de 2,5% comparée à l'année dernière. Le rapport souligne que la surproduction de biens de bas de gamme a baissé grâce aux mesures prises par la Chine dans un effort pour réduire la surcapacité. Wang Weixiang, président de la Fédération de l'industrie de l'équipement, est optimiste en ce qui concerne la croissance en 2016. L'industrie de l'équipement a enregistré une croissance modérée en 2015, malgré le fait que l'économie chinoise montre une tendance à la baisse.
Nous encouragerons les fabricants d'équipements à engager des personnes de talent et à s'investir dans la fabrication de biens haut de gamme. En ajoutant les efforts entrepris par la Chine dans les réformes structurelles, nous nous attendons à une croissance rapide du secteur de l'équipement en 2016. Les produits de gestion de patrimoine des banques chinoises perdent à la fois en popularité et en rendement. Le nombre de nouveaux produits d'investissement lancés par les banques commerciales a diminué de 30% en février. Dans la plupart des banques, les taux d'intérêt des produits de gestion de patrimoine restent depuis plusieurs années dans une fourchette comprise entre 5 et 7%. Ces taux avantageux ont assuré le succès de ces produits et les banques ont renchéri en multipliant les produits d'investissement dans les contrats à terme des matières premières ou dans des titres sélectionnés par exemple. Mais cette période dorée arrive aujourd'hui à son terme. En février, le nombre de nouveaux produits offerts par les banques a reculé de 30% par rapport au mois précédent. Et le taux d'intérêt moyen a chuté à 4,14%. Cette tendance devrait de plus se poursuivre. Les taux d'intérêt des produits de gestion de patrimoine tournaient l'an dernier autour de 4 ou 5%. Si le taux d'intérêt officiel ou le taux de réserve obligatoire continue de diminuer, les taux d'intérêt des produits bancaires pourraient chuter à 3 ou 4%. La Banque populaire de Chine a en effet abaissé début mars son taux de réserve obligatoire de 0,5 points de pourcentage. Cette première diminution de l'année a permis d'injecter 5 à 600 milliards de yuan dans l'économie. Les produits de gestion du patrimoine sont intimement liés au taux d'intérêt, de même que les fonds de devises, les obligations et les dépôts, voire même les actifs non standards. Si les taux d'intérêt diminuent, cela aura des répercussions directes sur les produits de gestion de patrimoine. Si les produits sont liés aux obligations, cela aura un impact encore plus fort, car ces produits sont encore plus connectés au taux d'intérêt. Et c'est encore pire pour les produits d'investissement structurés des banques étrangères. Les banques étrangères offrent habituellement de meilleurs taux d'intérêt que les banques chinoises. Leurs produits sont donc généralement plus populaires. Mais l'an dernier, cela n'a pas été le cas. Selon le site inrang.com, le taux de retour effectif de 5 produits de la banque HSBC, par exemple, est négatif, de l'ordre de moins 10%. Les produits d'investissement structurés reposent sur les performances des matières premières ou du marché d'échange. Les banques d'investissement étrangères offrent des produits d'investissement structurés à l'étranger et elles sont bonnes dans ces produits. Toutefois, les taux de change et les matières premières ont cette année connu d'importantes fluctuations. 297 produits d'investissement structurés sont arrivés à terme le mois dernier en Chine. Et 78 d'entre eux, soit un quart du total, n'ont pas atteint les résultats escomptés. La planification du projet de la nouvelle ville durable franco-chinoise de Saidian à Wuhan se déroule au cours du premier trimestre de cette année et l'une des grandes étapes à venir pour le gouvernement local est la promotion des investissements. La nouvelle ville durable franco-chinoise est considérée comme le plus grand et le plus important projet du district de Saidian, dans la ville de Wuhan. Et, dans le cadre de la promotion de ce projet, le gouvernement de Saidian met également l'accent sur la répartition géographique des industries, afin d'assurer un soutien industriel conséquent dont le développement pourra se faire conjointement à celui de l'éco-cité. De nombreuses entreprises figurant parmi les 500 plus grandes mondiales et chinoises y ont installé des bases de production ou un siège régional, à l'image de Forestia ou d'un des géants du nucléaire chinois. Début mars, le district de Saidian a accueilli le parc de l'équipement intellectuel de la société Gree. Après la pose de la première pierre, la PDG du groupe Gree nous a demandé de mettre le parc de l'équipement intellectuel en service au mois d'avril. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement local organise chaque semaine une réunion de coordination en présence des départements concernés. Actuellement, la construction du parc progresse de manière régulière. Nous sommes confiants dans notre capacité à atteindre l'objectif le mois prochain. 5 milliards de yuan ont été investis dans ce parc de l'équipement intellectuel, qui, une fois en service, créera chaque année 10 milliards de yuan de valeur de production. 1 millier d'entreprises sont installées dans le district de Saidian et leur bénéfice annuel dépasse pour chacune d'entre elles les 20 millions de yuan. En faisant le bilan de cette expérience fructueuse, le gouvernement local exprime sa volonté de considérer le développement comme sa priorité et de pratiquer une relation harmonieuse avec le monde de l'entreprise.
D'après moi, cette relation a deux aspects. L'un signifie une relation proche. Ça veut dire que le gouvernement doit comprendre les objectifs et la direction de l'entreprise et adopter des politiques de soutien vis-à-vis de différentes entreprises, étapes et objectifs. L'autre signifie une relation honnête. Ça veut dire qu'en offrant des aides et du soutien aux entreprises et en lançant des politiques, le gouvernement doit conserver une relation honnête, simple et pure avec les entreprises. C'est ainsi que les deux parties pourront établir une relation harmonieuse et gagnant-gagnant. En plus du caractère écologique et habitable de son écocité, le gouvernement de Tsai Ing-wen souhaite que cette relation de proximité et d'honnêteté entre le gouvernement et l'entreprise devienne un autre atout qui pourra attirer toujours plus d'investisseurs et de partenaires. Les aides et le soutien qu'il a apporté aux entreprises déjà implantées sont le meilleur argument de la promotion des investissements de l'écocité. En 1937, quand les Chinois ont souffert de l'agression par les forces d'occupation japonaises, une équipe de bénévoles de la force aérienne soviétique est venue en Chine pour participer à l'effort de guerre. Plus de 100 soldats soviétiques sont morts glorieusement pendant la bataille aérienne de Wuhan. Wuhan, la ville où ces héros y sont enterrés. Certains de leurs descendants ont honoré la mémoire de leurs bien-aimés au parc de libération de Wuhan. Maxime Novoselov, le conseiller principal de l'ambassade de la Fédération de Russie en Chine et des descendants des 5 martyrs de la force aérienne soviétique qui ont été sacrifiés à la bataille aérienne de Wuhan, ont participé à la cérémonie commémorative et ont déposé des fleurs devant le monument des martyrs soviétiques. Evgeny Opassov est le secrétaire du comité des vétérans de la guerre de Moscou. En 2015, il a reçu la médaille commémorative de la paix des mains du président chinois Xi Jinping au 70e anniversaire de la commémoration de la victoire antifasciste à Moscou. Son père, Konstantin Opassov, était le capitaine de la force aérienne bénévole soviétique. Il est décédé à l'âge de 29 ans pendant la bataille aérienne de Wuhan. Quand son père a quitté la maison, il était âgé de 5 ans seulement. Mon père est venu en Chine en 1937 pour se joindre à la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise. À Wuhan, il a participé à 2 batailles aériennes et a détruit 2 avions japonais lors d'une bataille. Je suis toujours fier de lui. En 1938, pendant la bataille aérienne de Wuhan, les volontaires des forces aériennes soviétiques ont participé à la lutte héroïque contre les envahisseurs japonais. Plus de 100 soldats sont morts glorieusement dans la guerre. Voici le monument du parc de libération de Wuhan et dans le cimetière, 29 héros y reposent. Le plus jeune était âgé de 24 ans seulement. En 1956, le monument des martyrs soviétiques et le parc de libération de Wuhan ont été inaugurés au même moment. Il s'agit d'un site unique à Wuhan. Au fil des ans, non seulement les dirigeants des 2 pays, mais aussi de simples citoyens sont venus ici souvent pour commémorer nos héros communs. Après le déclenchement de la guerre anti-japonaise, plus de 2000 soldats bénévoles soviétiques de l'armée de l'air sont venus secrètement en Chine pour apporter leur aide. À la fin décembre 1937, le premier groupe des pilotes soviétiques est arrivé en Chine. Ils étaient courageux et habiles lors de la bataille comme une puissance complémentaire de la force aérienne chinoise. Beaucoup de pilotes soviétiques ont combattu en Chine. Plusieurs sont morts et ont été enterrés en Chine au cours de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont été des témoins privilégiés de l'amitié entre la Chine et la Russie. Cette fois, les descendants de martyrs ont fait don de 84 reliques de héros au musée de la Révolution de 1911 de Wuhan. Une occasion unique pour honorer ensemble la mémoire des héros russes et chinois qui ont combattu côte à côte lors de ce conflit. Hong Kong est un des 3 sites qui accueillent la célèbre foire d'art contemporain Art Basel, avec une version suisse et américaine. L'événement qui se déroule à Hong Kong permet aux artistes installés en Asie de montrer leur travail à un public de calibre international. Une vitrine culturelle où l'Est et l'Ouest se rencontrent. Reportage.
Certaines des œuvres d'art les plus convoitées du monde ont été amenées à Hong Kong pour une exposition à ne pas manquer pour tout collectionneur qui se respecte. Voici le Art Basel de Hong Kong, la plus grande foire d'art contemporain d'Asie, où quelques 3000 artistes et 200 galeries provenant de 35 pays et régions du monde sont représentés. On y retrouve des œuvres réalisées au début du XXe siècle et d'autres qui viennent tout juste de faire leur entrée sur le marché. C'est véritablement la Mecque de l'art contemporain. C'est autant un endroit pour faire des acquisitions que pour se faire voir. Mais si on compare l'événement à Basel en Suisse et celui de Miami, l'exposition de Hong Kong permet une meilleure représentation de l'art contemporain en Asie. L'artiste chinoise Stella Zhang présente ses œuvres pour la première fois dans le cadre de cette exposition. Ces œuvres d'art sont une réflexion sur la sexualité féminine. Elle se dit comblée de voir l'art asiatique présenté à un public international. Les artistes d'Asie sont très intéressants. Il y a plusieurs artistes de très haut niveau et des œuvres intéressantes. Ils s'influencent mutuellement. J'ai beaucoup de chance. C'est intéressant de pouvoir échanger entre nous. 50% des galeries qui exposent ici sont installées en Asie et profitent de cette plateforme pour tisser des liens avec le reste de la planète. L'art asiatique prend de plus en plus de place sur la scène internationale. Il y a 30 ans, peu de gens pouvaient nommer un seul artiste d'Asie. Mais parce que l'Asie connaît une croissance fulgurante, ces artistes sont de plus en plus réputés. Même si l'événement se déroule dans un contexte économique rempli de défis, on s'attend quand même à attirer 60 000 collectionneurs et visiteurs, un nombre équivalent à l'année dernière. Cela nous donne beaucoup d'énergie et c'est très stimulant, comme c'est le cas chaque année. Je suis une nouvelle collectionneuse de Taïwan et je suis venue spécialement pour cet événement. C'est une excellente opportunité de voir le genre de travail que j'apprécie parmi de grandes œuvres. Contrairement à la plupart des expositions en Europe ou aux États-Unis qui se concentrent surtout sur les œuvres occidentales, le Art Basel de Hong Kong est plus équilibré, ce qui veut dire qu'on peut voir ici le meilleur de deux mondes. Et c'est la fin d'Aujourd'hui la Chine. On retrouve notre présentateur principal pour la fin de cette édition. Eh bien, merci Raissa pour l'ensemble de ces éclaircissements. Et c'est donc la fin de cette édition. Merci de votre attention et à très bientôt sur CCTV Français.